La rencontre de Conakry, qui a tenu toutes ses promesses, a réuni autour des énergies renouvelables sur le continent 15 pays, plus le pays hôte la Guinée. Les 2 jours de consultation ont permis à chaque participant de présenter au cours de son exposé la situation des énergies renouvelables dans son pays, ainsi que les acquis, les défis, mais également les perspectives dans le domaine énergétique. Je vais vous présenter sa présentation sur la situation des secteurs des énergies renouvelables. Donc, nous commençons avec le sommaire. D'abord, le cadre institutionnel, cadre législatif et réglementaire, politique et stratégie, projets réalisés et en cours, les perspectives. Dans le cadre institutionnel, nous voyons déjà ce qui concerne l'énergie. Il y a le ministère de l'énergie qui est tutelle, suivi de l'AMPER, qui est l'agence nigérienne pour la promotion d'énergie renouvelable. Donc, dans le secteur électrification rurale. Il y a l'ARCE qui s'occupe de la régulation des secteurs de l'énergie. Donc, Arnason, qui est une nouvelle agence créée dans le cadre de suivi. Dans le cadre de suivi et de contrôle des équipements solaire. La Nigélec qui est notre agence d'électrification nationale. Pour les projets réalisés ou en cours, actuellement le projet qui a été réalisé c'est la centrale solaire PV de 7 MW crête à Malbaza. Ceux qui sont en cours, il y a la centrale hybride d'Agadez qui est composée de 13 MW crête PV et 6 diesel, qui est financé par l'Union européenne et l'AFD. Ensuite, il y a la centrale PV de 20 MW crête à Gorubanda. Donc, parce qu'il y a 2 tranches. Il y a la première tranche, c'est ça que nous appelons Gorubanda 1, qui est de 20 MW crête AFD, financé par AFD et l'Union européenne. Et il y a d'autres tranches qui vont venir, qui sont en cours d'études. Il y a hybridation de 47 localités des centres isolés de la Nigélec qui est financé par la BOAD. Ensuite, il y a les projets de l'AMPER, ce qui concerne l'électrification rurale. Il y a hybridation toujours de 17 sites de la Nigélec financés par la Banque mondiale. Il y a 5 grappes totalisant 600 kW crête qui vont alimenter 15 localités. En réalité, c'est des 3 centrales qu'on va faire et qui vont alimenter les 11 localités. Maintenant, la situation actuelle. Les projets réalisés sur les énergies renouvelables, nous avons à peu près jusqu'à 7,1 MW crête. Ce qui est en cours, on a 45,38 MW crête. Et en perspective, on a 190 MW crête. Donc, pour résumer, voilà, le programme d'investissement qui comprend les projets de production électrique sont les suivants. Ce que j'ai représenté en vert, en réalité, c'est les énergies renouvelables. Quand on prend la centrale aussi hydroélectrique de Kandaji, qui est de 130 MW, donc on les met dans le contexte des énergies renouvelables. Maintenant, quand nous partons au niveau de... En conclusion, par rapport aux centrales PV, donc aux énergies renouvelables, vous voyez, en haut, c'est le PV. Donc, nous, ce que nous demandons aux investisseurs, c'est que les centrales charbon et diesel sont en train de prendre des ampleurs au Niger. Donc, nous demandons aux investisseurs vraiment de venir investir dans le domaine d'énergie renouvelable pour nous permettre de diminuer ce taux d'énergie diesel et à charbon. Merci. Je vous remercie. L'équipe de Harry qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, en tout cas les encourager parce que c'est une grande initiative qui va apporter beaucoup. Donc comme tous les autres pays de l'Afrique, le Burkina Faso a compris que sans énergie, on ne peut aller nulle part. Parce qu'aujourd'hui au Burkina, nous sommes à moins de 30% des ménages approvisionnés en électricité, dont moins de 4% en électrification rurale. C'est pour dire que
moi particulièrement qui suis de l'agence burkinabé de l'électrification rurale, particulièrement nous attendons beaucoup de l'ARI, surtout sur les financements des différents projets. Donc, au niveau volonté politique, il faudra dire que le Burkina, vraiment, c'est raisonnablement mis sur la route du développement du secteur en donnant un signal fort à ce niveau. La loi de 2014 a fait quelques innovations au niveau législatif, notamment le renforcement du pouvoir du législateur, la suppression de l'acheteur unique. C'est pour dire que la production aujourd'hui est libéralisée. Vous pouvez produire l'énergie un peu partout et vendre à celui qui veut acheter. La vision du Burkina en matière d'énergie, c'est quoi? Aujourd'hui, nous voulons atteindre un mix énergétique qui est aujourd'hui de moins de 20% en termes d'énergie renouvelable. À l'horizon 2020, nous voulons atteindre 30%. Et quand on parle d'énergie renouvelable, reconnaissez avec moi qu'il faut aussi promouvoir l'efficacité énergétique. Donc ça fait partie des visions de notre pays. Et ensuite, il y a la mutualisation de l'énergie. C'est clair qu'il y a des réseaux qui sont en train de se développer en termes d'interconnexion. Donc le Burkina souhaiterait aussi produire de l'énergie et à long terme vendre de l'énergie, surtout solaire, dans les autres pays. Bon, je dirais que l'état des lieux des énergies renouvelables au Burkina, au niveau de la biomasse, énergie, nous avons une production d'électricité à partir des déchets organiques de notre laboratoire national de 275 kW crête qui est extensible à 1,1 MW. Et nous avons déjà pu diffuser 11 000 biodigesteurs pour l'éclairage et la cuisson en milieu rural. Et chaque année, le Burkina Faso disponibilise 150 foyers améliorés. Au niveau de l'hydroélectricité, nous sommes actuellement à une puissance disponible de 32 MW et à une centrale de 2 MW qui est en construction. Nous avons pu identifier 67 sites potentiels. Pour le projet à moyen terme 2020-2025, nous avons un projet de pouvoir installer 1000 MW cumulés de centrales solaires et autres technologies diverses. Et nous comptons aussi renforcer les lignes de transport en créant des lignes de 330 kV et 225 kV. Le Burkina espère exporter de l'énergie électrique solaire dans la sous-région à l'horizon 2025. En conclusion, nous pouvons dire que le Burkina, il y a assez de chantiers en cours et nous avons une vision claire et une ambition forte avec un accent particulier pour les énergies renouvelables. L'environnement est très favorable à l'investissement privé dans le domaine de la production et de la distribution. Comme vous le savez, le Mali a une population de 17 millions avec une superficie de 1 240 000 km². Bon, c'est un pays qui commence au Sahara jusqu'à la zone préguerrienne au sud, okay, avec des grands fleuves, le Sénégal et le Niger, et ses affluents. Okay. En politique et stratégie, nous avons le document souvent que le cadre de référence pour le développement de l'intégration rurale, cadre de référence pour l'énergie domestique, politique énergétique nationale, stratégie de développement des énergies renouvelables, stratégie de développement des biocarburants, cadre de référence de développement des biocarburants, lettre politique sectorielle. Okay. Les documents de politique et stratégie cités sont actuellement en cours de lecture dans le cadre d'un projet PAPEL, du projet d'appui au développement des énergies renouvelables qui est financé par la BAD. Nous disposons aussi des plans que nous avons établis avec l'appui de l'ECRE, que nous remercions ici, le plan d'action d'énergie renouvelable, plan d'efficacité énergétique et l'énergie durable pour tous, CIFOROL. Ici, dans le tableau, vous pouvez voir les potentialités du Mali. Le solaire est à l'abondance avec 300 jours d'ensoleillement, plus de 300 jours d'ensoleillement, 5 à 7 kWh par mètre carré par jour. La biomasse, elle est importante, avec une possibilité de production de 300 MW. Le potentiel éolien, elle est aussi importante, mais la plupart est située dans la zone saharienne. Mais nous avons des potentialités à l'est, dans la région de Caille, donc que nous essayons de développer actuellement. La vitesse du vent se situe entre 3 et 7 mètres par seconde.
le potentiel hydroélectrique, le pays a une potentialité de 1100 MW, dont 31% seulement sont exploités. Il y a des potentialités, beaucoup, énormes. Donc pour l'investissement, nous invitons les investisseurs à venir. Nous avons créé un cadre pour ça, en mettant en place une cellule de partenariat public-privé qui permet aux investisseurs d'investir dans les conditions transparentes. Et aussi, il y a l'autre atout du Mali qui permet de faire du Mali un hub des énergies renouvelables. Parce que nous sommes un pays central, nous sommes situés à équidistance des capitales africaines qui constituent les grandes consommations en électricité, en énergie. Donc nous comptons pour ça de faire des méga projets qui sont à côté des gigawatts dans les déserts pour connecter au réseau et puis fournir le pays d'à côté avec ça. Okay. Les ressources hydrauliques, et ça c'est les détails. Bon, j'ai donné la puissance totale. Les ressources solaires sont énormes. Grâce à ces ressources, grâce aux avancées que nous avons eu à faire, nous avons créé des conditions aussi pour le développement du secteur privé. Par exemple, l'exonération des équipements, nous sommes l'un des premiers pays à adopter ça depuis dans les années 90. Donc, ça a permis au secteur privé de développer le business des équipements solaires et qui a abouti aujourd'hui à la mise en place des unités de production. C'est les mêmes commerçants qui ont mis ces unités de production, Oroya, ABK Solar. Donc, ils font l'assemblage des modules solaires. Et nous comptons sur un mix énergétique pour résoudre le problème du Mali. C'est-à-dire tout ne serait pas énergie renouvelable. À côté des énergies renouvelables, à côté des énergies renouvelables, il y aura toujours les ressources conventionnelles. Donc c'est sur ça que nous comptons pour résoudre le problème du Mali. Voilà, ça c'est la perspective qu'on s'est fixée d'ici 2030, d'avoir pour bioénergie 10%, solaire 28% et le reste dans le système classique. Merci. Je vais vous faire un petit exposé sur l'état des réalisations dans le domaine des énergies renouvelables au Sénégal. Si en sommaire, nous avons en un l'introduction, en deux l'aperçu les réalisations solaires pour l'accès à l'électricité, en trois les autres initiatives en cours, les perspectives au niveau de l'ANER, et en quatre en conclusion. Il faut fixer d'abord le cadre légal et institutionnel qui gouverne le secteur des énergies renouvelables, notamment avec les lois 98-29 et 2002-01, suivi des lois d'orientation sur les énergies renouvelables et sur la filière des biocarburants. Tout ceci contenu dans la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie. Et cela s'est traduit en 2013 par la création de l'ANER, qui est devenue une institution qui est venue se greffer au secteur de l'énergie. Slide suivant. À la création de l'ANER, nous avons mis en place un plan stratégique qui a défini comme grands axes principaux, en fait, les points suivants, à savoir le grand public et les ménages, le secteur de l'éducation, le secteur agricole, le secteur de la pêche, le secteur de la santé, les collectivités locales et l'administration. Voici les réalisations à ce jour, notamment les 2 mégas du CICAD, les 20 MW de Bokol, qui date de 2016, 20 MW de Malikunda, les 30 MW de Sinthiou-Méré, les 30 MW de Mérina Dakar, les 20 MW de Kaoun, les 20 MW de Sakal. Il y a 60 MW également dans le cadre du scale solaire qui sont actuellement en cours de construction, 25 à KL et 35 à Kaoun. D'ici l'année 2021, avec les développements qui sont en cours et les centrales en construction, on sera en capacité totale solaire 227 plus l'éolien 150. En conclusion, nous avons comme avantage mineur, c'est la volonté et l'engagement renouvelé de l'État pour développer les énergies renouvelables et ainsi accroître leur part dans le mix énergétique. Ça, c'est quand même une volonté constante. Mais il y a quand même quelques obstacles, notamment
Je pense la faible interconnexion entre les pays et la faiblesse des réseaux. Aujourd'hui, Sénélec a à peine 300 MB, commence à encore rencontrer quelques problèmes, ou en tout cas a envie de faire une petite pause sur l'intégration des énergies renouvelables, ou alors envisager carrément des centrales solaires avec stockage. Comme autre obstacle, je vois l'insuffisance de capacité au niveau des pays pour piloter les projets d'énergie renouvelable. Et ça, je l'ai remarqué dans le cadre du scaling solar, où on a dû recourir à l'expertise de SFI pour nous aider notamment dans la qualification des sites, les cahiers de charges, les contrats d'achat d'énergie. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut développer. Bon, pour les autres, je pense qu'il y a un manque de connaissances suffisantes sur le potentiel des autres énergies renouvelables. Ça aussi, c'est un problème. Pour l'électrification rurale, moi, je pense que les modèles actuels, en tout cas, ne sont toujours pas éprouvés pour la prise en charge de l'électrification. Il faut chercher des solutions. En ce qui concerne la chaleur puis la cuisson, ça, c'est un problème, à mon avis, sur lequel il faut réfléchir. Merci de votre attention. Voici la Guinée-Bissau, le cadre de la Guinée-Bissau, les superficies, la population, gouvernement et tout ça. On continue. Le plan institutionnel, le ministère de l'Énergie, Industrie et Ressources naturelles, comme chapeau, et en bas, le secrétaire d'État de l'énergie, la direction générale de l'énergie. Ensuite, dans la direction générale de l'énergie, nous avons la direction de l'énergie renouvelable et domestique, la répartition des énergies renouvelables, la gestion de l'énergie solaire, gestion de l'énergie éolienne, gestion de l'innovation, répartition de l'énergie domestique et ensuite. Les activités que nous avons développées, nous avons fait des études baseline du secteur de l'énergie de la Guinée-Bissau, l'étude de la biomasse pour la production d'électricité, la construction de centrales photovoltaïques hybrides à Babanika de 312 kW crête, la construction de centrales photovoltaïques de 100 kW crête à Koutoubek, la construction de centrales photovoltaïques hybrides à 500 kW, l'installation de plus de 400 kits, 4000 kits solaires dans la zone de l'Est du pays, la fourniture de l'installation liquide pour le système communautaire, comme la mesure de l'eau potable, le centre juvénile, le centre de santé et l'appui à le système agricole. Oui, comme la perspective, nous avons signé un contrat avec le Goaré pour l'installation de 22 MW créés en solaire, qui est déjà signé et déjà prêt à être publié à l'entreprise. Tout est déjà fait. Ça manque seulement que l'entreprise commence les travaux de l'installation de cette 22. Nous sommes en train de faire l'étude avec la Banque mondiale pour l'installation de 30 mégas, donc 20 mégas à Bissau et 10 mégas à l'intérieur du pays. Et l'autre chose que nous avons aussi, c'est une coopération entre les pays. De coopération entre les pays sud-sud et coopération entre les différentes institutions comme le CEDEAO, comme le ISA, comme l'IRENA, comme cette initiative qui était lancée à ce moment-là pour faire la impulsion à notre développement de l'énergie dans notre pays. En tous, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en train de faire quelque chose au pays, mais on devrait appuyer, on devrait donner main à main avec les différentes institutions, comme par exemple l'initiative qui a été lancée hier
ici à Conakry. Merci pour votre attention. Le décret portant réglementation de l'électrification hors réseau, un décret a été pris dans ce sens en 2018, vers fin 2018. Et ce réseau, dont les modalités portent sur le réseau de distribution alimenté par les centrales à énergie renouvelable hybride, les systèmes photovoltaïques ou de lampes solaires à usage individuel. Ce sont les deux axes sur lesquels ce décret a porté. Et donc, vous constatez que le Bénin est en train d'améliorer ses conditions de développement des énergies renouvelables. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la situation énergétique dans nos pays par rapport à l'accès, c'est pratiquement le même. Au plan national, nous avons 27% d'accès à l'électricité. En milieu rural, nous dépassons à peine 6%. En milieu urbain, nous sommes autour de 50%. La pénétration des énergies renouvelables est très faible. Nous sommes à moins de 1% pour le solaire photovoltaïque, un peu plus de 2% pour l'hydraulique. Et l'intensité énergétique est égale à 0,5 têtes par millier de dollars. Nous avons les différents plans. Nous avons une politique de développement des énergies renouvelables en cours d'élaboration et nous avons une étude de développement des énergies renouvelables et de l'électrification rurale au Bénin en cours également d'élaboration qui nous permettra d'identifier les énergies renouvelables par zone afin de pouvoir procéder à leur application. Différents projets sont en cours de mise en œuvre. Nous avons le projet Défi-Sol financé par l'ARD de 25 MW, le projet MC Bénin de 45 MW. Et nous avons l'appel à projet de la facilité de l'énergie propre, le ROCEF, financé par le LCT2. Nous avons le projet de programme INDEF qui nous a permis d'avoir plus de 41 000 picots solaires, plus de 3 200 solaires au système et plus de 747 lampadaires. Les obstacles au développement des énergies renouvelables sont liés à l'instabilité institutionnelle et au conflit de jeu de rôle. L'inexistence de mécanismes d'incitation des entreprises locales en dehors de la taxation, la faible connexion des énergies renouvelables par le système, la faible connaissance des énergies renouvelables par le secteur financier national, ce qui ne leur permet pas d'innover en produits financiers liés au secteur de l'énergie, les problèmes liés aux garanties, la qualité des intervenants dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que la qualité des équipements et infrastructures installés pour constater un peu les dégâts de la. En termes de recommandations, nous recommandons que les autorités puissent permettre l'accélération de la mise en place d'un cadre incitatif à travers les lois et les décrets, la mise en place d'un mécanisme de mobilisation de l'épargne publique nationale, le financement du transfert de technologies ainsi que la recherche et développement, le renforcement des capacités des acteurs locaux sur les technologies et les opportunités de financement, et également la mise à l'échelle des projets liés aux énergies renouvelables afin d'agir sur les coûts des différents segments. Merci pour votre attention. Les études sont entendues, sont très claires avec les chiffres. Nous devons réduire le taux de dépendance. Voilà, qui était à 30% en 2017, nous sommes arrivés à 50% en 2018, nous devons arriver à 35% en 2022 et 0% de la dépendance en 2020. Donc nous devons avoir suffisamment de capacité sur le plan national pour alimenter nos populations. Le taux d'accès, nous sommes aujourd'hui à 45%. Nous devons arriver à 100% en 2022 et à 100% en 2030. Ensuite, pour pouvoir se reposer les énergies renouvelables, il faut avoir un cadre approprié, donc une loi spécifique sur les énergies renouvelables a été également adoptée. Voilà, donc nous avons mené des études parce que voilà, les objectifs étaient clairs avec des chiffres bien déterminés, donc il faut mener des études pour pouvoir y arriver. Donc nous nous sommes dit, pour arriver à 100%, il faut utiliser toute la technologie qui existe. Ce que nous avons fait, c'est étendre le réseau pour aller vers les localités. Ensuite, nous avons pensé qu'il faut ajouter la technologie des mini-grids
Et enfin, il faut également ajouter la technologie des kits individuels. Donc les trois solutions vont être utilisées pour arriver à 100% d'électrification. Voilà, les études approfondies ont permis d'arriver à ces résultats. Nous avons au Togo environ 3500 localités. 500 à peu près sont déjà électrifiées. Dans les études que nous avons réalisées, nous avons trouvé qu'il faut électrifier 2000 localités par électricité. Nous avons également pu tester notre technologie de kit individuel. Donc là, nous avons attribué une licence à un opérateur, le premier opérateur, Bibop, certainement c'est beaucoup le connaissent, qui a pour projet de la distribution de 20 litres, de 20 watts. Puisque nous avons pu, dans notre étude, dire que si on n'a pas 20 watts, on n'est pas censé être considéré comme électrifié. Donc, à partir de 20 watts près, et il a 2 ans pour distribuer 20 000 litres individuels et assurer la pérennité de leur service. Donc là aussi, l'objectif c'est de tester nos modèles. Au niveau de l'approvisionnement de l'énergie, nous avons dans un premier temps passé en mode gaz, parce que ça fait aussi partie de la lutte contre le chauffement climatique. Nous avons passé en mode gaz, notre centrale thermique de 100 MW, et donc qui a permis d'augmenter son taux d'utilisation. Nous avons signé tout récemment un contrat d'une centrale de 105 MW en turbine à gaz. Tout ça, c'est pour ne pas utiliser le fuel lourd, mais d'assurer ce que nous appelons l'énergie tournante, puisque nous allons passer en accélération vers les énergies renouvelables. Il faut garantir l'énergie tournante. Et le dernier slide, donc, pour ce qui concerne l'accès à l'électricité, durant la phase de démarrage, nous devons réaliser 62 localités par mini-grid. Et puis, au niveau des kits individuels, d'ici 2022, distribuer près de 300 000 kits individuels, donc alimenter près de 300 000 ménages. Donc voilà, Monsieur le Président, le plan qui est élaboré au niveau du Togo pour l'électrification et surtout l'électrification à partir des énergies renouvelables. Je vous remercie. Le potentiel d'offre énergétique de la biomasse est évalué à 1,738 millions de tonnes équivalent pétrole, dont 280 têtes sous forme de bois de feu et charbon de bois, 700 sous forme de résidus agricoles, 280 sous forme de résidus agro-industriels et 478 sous forme de déchets industriels, ménagers ou animaliers. Ce qui est très important, c'est le potentiel hydroélectrique qui est très considérable, qui est estimé à 6 233 MW, qui est réparti sur 359 sites, dont 133 mini, micro et pico hydroélectriques. En ce qui concerne le solaire, l'irradiation moyenne annuelle est estimée à 4,8 kWh par mètre carré par jour. La vitesse du vent varie de 4 à 7 mètres par seconde en moyenne. Toujours dans les données générales, ici on a une capacité de production installée de 569 MW, dont 369 MW en hydroélectricité. Comme vous connaissez, le projet Calita a une puissance de 240 MW et le parc thermique à 200 MW. La centrale hydroélectrique de Sorbeti est en cours de construction pour une puissance de 450 MW. En ce qui concerne le taux d'accès, il y a une progression, peut-être par rapport aux autres pays. On est un peu en retard, mais par rapport à nous-mêmes, le président de la République a fait un effort, depuis qu'il est venu au pouvoir. Le taux était à 13,4%. Aujourd'hui, on est à 30%, ce qui est vraiment considérable. Donc, il y a un effort à faire au niveau de l'éducation rurale. Et ça, dans le projet. Au niveau des forces d'opportunité, nous avons un cadre légal réglementaire en cours de simplification. Alors, nos activités au niveau du secteur énergétique sont régies par une nouvelle loi qui est en cours de finalisation. Le projet solaire, aujourd'hui, nous avons un opérateur Lightbox qui veut électrifier
une localité qu'on appelle Beli de Bafila, c'est en Bulgarie, et Kingston en India, c'est pour les listes individuelles et pour les ménages. Nous avons 2 projets solaires en BOT qui sont en cours de négociation. C'est à Koumangui, 40 MW, et à Boubouya, 40 MW. Alors cette production sera insécée sur le réseau interconnecté. Samunda Fili. Pour les plantations, alors nous, depuis 2018, avec Vision 2020, nous voulons mettre en place un attelage des énergies renouvelables par filière éolien. Nous voulons réaliser des études de faisabilité microcentrale. Nous voulons poursuivre le programme ALEP. On peut encore poursuivre le programme national biogaz, réaliser les études de faisabilité des 44 sites que j'avais signalés, renforcer les capacités des structures en charge d'énergie et finaliser le projet de loi qui est en cours de finalisation. Je vous remercie. There are 2 main acts which govern the sector. One of them is the Electricity Act, which promotes the electricity subsector. It establishes the framework for the regulation of the sector and gives that mandate to BORA, which is the regulatory authority. Most importantly for this presentation is the Renewable Energy Act, which was enacted in 2013 to promote the use of renewable energy for both on-grid and off-grid systems. It provides the licensing process, the permitting process, and also the institutional arrangements in terms of on-grid and off-grid electrification, particularly dealing with renewable energy. We have a number of strategies and action plans that have been developed over the years to sort of guide our development process in the renewable energy sector. The first one that we had was the Renewable Energy Master Plan, developed in 2006 after we did a resource assessment of renewable energy in the country. In 2013, we developed the Electricity Strategy and Action Plan. And of course, as many countries in the world, we took part in the Sustainable Energy for All Access initiative, and we developed the action agenda in 2014. Within the framework of the ECOWAS energy policy and energy efficiency policy, the Gambia also developed renewable energy action plans, energy efficiency action plans. We also have a renewable energy investment strategy that was developed in 2017. And an electricity sector roadmap which sets out the short, medium, and long-term objectives for the sector, including both renewable energy, but also fossil fuel electricity generation. So lastly, we have a clear policy and regulatory framework in place to promote the deployment of renewable energy in the Gambia. As part of incentives to galvanize action in this area, we have duty exemption for selected renewable energy equipment. We have corporate tax holidays, specific investment certificate for eligible project developers. Although we haven't seen utility scale renewable energy systems commissioned yet, of course we expect one to be online this year or early next year. Distributed solar kilowatt size systems are on the increase. And some of the challenges that we have seen, land is one of them. Some of the land that was identified has been encroached over the years, and to address this, government is intending to conduct a land banking to identify and allocate specific areas that will be earmarked specifically for renewable energy projects. There's also expensive capital. In Gambia, commercial boundaries are very high. There's also a little insufficient private sector investment. The transmission and distribution network is also a bottleneck because it affects how much renewable energy can be transported and distributed in the system. Thank you very much for your kind attention. I think I have done my presentation in 9 minutes. Thank you.
This is the brief situation about Ghana's situation. We have a population about 29 million. Total installed capacity is 4,400 megawatts. Renewable energy, of all this, renewable energy accounts for 37%, including large hydro. The share of small modern renewables is quite very small. It's just about 1.3%. Thermal energy, mainly diesel, light crude oil, and natural gas, accounts for 63% of our generation. Meanwhile, currently our peak demand is only 2.46 as against installed capacity of 4.4. Coming to renewable energy, Ghana is committed to the Paris Agreement, and renewable energy has a key role to play in it. Under the Paris Agreement, we are determined to increase the penetration of renewable energy by 10%, and specifically we want to add solar, wind, mini grids, rooftop systems, and improve lighting. These are the commitments we made under the Paris Agreement. So I can say that at the moment we have made some modest achievement. We've been able to raise the penetration from 0.2% in 2014, just before Paris, and today we are about 3.9%. We want to achieve 10% penetration rate by the year 2030. And all this, what is indicated is the achievements we have made to date, which I've said earlier on. We've also made significant progress in the field of energy efficiency and in the non-electricity renewables, mainly improved cook stove promotion, LPG, biogas, etc. In the area of utility scale, we have 4 main utility power plants in operation, 2 big 2x2 20 megawatt solar, 100 kilowatt waste to energy, and then another 2.5 megawatts VRA. We also have another 6 megawatts, which is, installed through BUI. We have projects on mini grid, for instance. At the moment, we have public-led mini grids as well as private sector-led mini grids. Main challenges. As I talk to you now, we have adequate generation capacity, but the demand for it is low. Meanwhile, because of the pressure, we've been able to sign PPAs to the tune of 2.2 gigawatt, which is far more than we can do. And because of that, we have to reschedule them, negotiate to reduce the prices. We've also had distributed generation schemes through net metering, which is also it helps to weaken the grid if we put too much onto the line. Access to long-term financing for renewable investment is also a major challenge. Next, please. ARI is coming on board now, who has helped us to bring our renewable energy to the state in which it is now. Access to energy in Liberia is 16%. Current generation is about 132 megawatt. Renewable energy generation is 96 megawatt. And thermal generation is 36 megawatt. Okay, legal framework. Liberia Electricity Corporation Act 1973 has been amended 2015. Okay, or National Energy Policy 2009, and this has not been amended because after every 5 years, the policy has to be amended. Rural and Renewable Energy Agency Act 2010, and now it has been amended with its Rural Energy Strategy and Master Plan. Okay, and a new policy was developed in Liberia. We is called Electricity Law of Liberia, which was drafted 2015, and it has been passed into law. Okay, the validation of the study entitled the Liberia Business and Environment Study for Upgrade Solar Lighting Sector. Okay, this was supported by an Institute of Global Change. Okay, this was done in January 2019. Okay, key partners to the Department of Energy. These are our partners
in the Department of Energy. You can see there, you see increase ZRZ, MVE, Norwegian Group, USE, World Bank, etc. Okay, there are many challenges we face in the Department of Energy. We have high demand for revised energy policy to meet current reality in Liberia. Okay, and you can see we have insufficient budgetary support for the Department of Energy. Okay, inadequate skill, technical personnel in Department of Energy to drive the energy sector. Okay, scarcity of energy information for our energy database. Thanks for your attention. Thank you very much. Nigeria came up with the National Renewable Energy Efficiency Policy, which is to drive the renewable energy sector. These are some of the policy objectives, and one of it is to promote the increased investment and development of renewable energy and energy efficiency in the sector with substantial private sector investment. These are some of the key policy documents supporting the development of renewable energy in Nigeria, which includes the Rural Electrification Policy of 2005, which intends to increase the use of renewable energy, increase access to electricity to rural areas. We have the mini grid regulation that seeks to promote the development of rural electricity access. This slide is showing us the institutional landscape in the renewable energy sector. We have the civil society organization, development partners, private sector and public sector landscape. A major role is being played by the public sector as for now, but Nigeria is trying to create an enabling environment that will see to the participation of private sector. However, the issue of financing still remains a big challenge to renewable energy developers in Nigeria. Development partners are helping with awareness and capacity building. Then the Jigawa 1,000 megawatt Jigawa solar city, already the land has been acquired. The development of the first phase, which is 100 megawatt, is being discussed between the Mason in Morocco in collaboration with the Rural Electrification Agency of Nigeria to develop the first 100 megawatt. These are some of the projects that we have actually implemented. This is a 1.2 megawatt solar PV plant in Lower Usman Dam. It's actually grid connected, and some of the off-grid solar powers. Through this program, conferences, workshops are being organized, which brings together all stakeholders in the renewable energy sector. Next step to us is to replicate and upscale all the existing R&D projects in most states via bankability, refining the regulatory framework for RE and EE, unlocking access to finance, which is still a challenge in Nigeria, collaboration with the academia to carry out research and data collection, and ensuring completion of our GHG inventory database, and deliberate policy promotion and national promotion of national content. Thank you. The Barefoot and Solar Energy Training Center, where women have been trained, to train women for rural electrification. Solar street lights have also been installed, 8,800 of them in the major towns. Of course, the work project, we are part of it. The 5 countries, Cote d'Ivoire, Liberia, Senegal, and Guinea. We have the ARAS
bioenergy project. This is a biomass project. We have a rural electrification project to increase existing access in rural areas, 50,000 solar street lights. We have the North's rural renewable energy project. This one will start very soon to set up solar PV systems for 54 children health centers to extend it to solar PV systems to 50 mini-grids and 40 various school stories. Also 40 large mini-grids will be installed. The challenges, policy administration, they need to be prepared. Development of rural, electrical and private sector investment policy is and of course lack of capacity and inadequate staffing. We have insufficient staffing and data within the ministry which prevents proper planning, and there is no planning and incentive scheme in place for renewable alternative systems. Of course, for generation, we have very insufficient funding, and there is lack of a green code to ensure a level playing field for IPs in terms of compliance. Distribution and routing, of course, high losses in the distribution system due to return and billing, of course, illegal transactions. There is absence of a clear distribution framework for the right development of concrete solutions in the distribution sector. Slow process development and resulting from hydro solar biomass. And the way forward is we just need to collaborate with our development partners, the investors, and service power producers to increase reliable, affordable, adequate, and cost-effective electricity supply. Of course, it's very important for us to source funding from the big value chain, since the renewable energy will help to reduce, carbon emissions. Thank you very much. Cape Verde is a West African country, so we have a storage capacity of about 180 megawatts, of which is 33.5 renewable. Last year, the production of energy was about 500 gigawatt hours. 17 came from renewables. The access to electricity is more than 90%, and the electrification rate also is near 100%. For the energy sector is the National Program for Energy Sustainability, which the strategy is to accomplish an energy sector that is secure, efficient, sustainable, and capable to ensure universal access. Because 75 import its energy resource around 75%. It's widely dependent of foreign food. So for the master plan, it's the document that guide us where we want to be and how to do it. So there are some considerations that we made. For example, we have to study the demand and supply options. We have studied the grid development plan and institutional, financial, environmental strategy also. And then lastly, we find an action plan. Okay, I want to talk about the Center for Renewable Energy and Industrial Maintenance. It's a center of study, but also it can be like a lab. There's 7 workshops. They provide technical trainings for people and also institutions. Next, please. So this is the requirements I was saying. We have just launched the request for expression of interest. So we have to mobilize funds. We did that with the support of PKCRI and the IRENA present in this case. We did International Renewable Energy on 23 November to share experience and to know more about the climate funds financing options.
So another activities that we are doing, for example, if you want to start your microgeneration project, the government sets 50% of interest rate. Also, the import of renewable energy systems are free of charge. And we also did some trainings for the actors in the energy sector to know about the climate funds, because sometimes you don't know, there's a lot of funds but you don't know, and sometimes you have to modelize your project to respond to that climate. Okay. Cape Verde is a West African country. So we have a starting capacity of about 180 megawatts, of which is 33.5 renewable. Last year, the production of energy was about 500 gigawatt hours. Then 17 came from renewables. The access to electricity is more than 90%, and the electrification rate also is near 100%. For the energy sector is the National Program for Energy Sustainability, which the strategy is to accomplish an energy sector that is secure, efficient, sustainable, and capable to ensure universal access. Because 75 import its energy resource around 75%. It's widely dependent of foreign foods. So for the master plan, it's the document that guide us where we want to be and how to do it. So there are some considerations that we made. For example, we have to study the demand and supply options. We have studied the Green Development Plan and institutional, financial, environmental strategy also. And then lastly, we find an action plan. Okay, I want to talk about the Center for Renewable Energy and Industrial Maintenance. It's a center of study, but also it can be like a lab. There's 7 workshops. They provide technical trainings for people and also institutions. Next, please. So this is the bodies I was saying. We have just launched the request for expression of interest. So we have to mobilize funds. We did that with the support of PKCRI and the IRENA present in this case. We did International Renewable Energy on 23 November to share experience and to know more about the climate funds financing options. So another activities that we are doing, for example, if you want to start your microgeneration project, the government sets 50% of interest rate. Also, the import of renewable energy systems are free of charge. And we also did some trainings for the actors in the energy sector to know about the climate funds, because sometimes you don't know, there's a lot of funds but you don't know, and sometimes you have to modelize your project to respond to that climate. Okay. Nous avons une superficie d'un peu plus de 5 millions de kilomètres carrés, une population de 334 millions. Et vous voyez ici, on a seulement 150 millions de personnes qui ont accès à l'électricité. Ça, c'est moins de 50%, à peu près 40% qui ont accès à l'électricité, et moins de 25% qui ont accès aux services énergétiques de cuisson propre. Nous avons une région qui est très riche en termes de potentiel d'énergie renouvelable, et une région qui est
parmi les moins performantes en termes d'accès de fourniture de l'électricité à sa population. Suite à l'élaboration des politiques régionales sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, nous avons jugé nécessaire que ces politiques-là soient traduites au niveau national. Parce qu'il faut partir de la vision des 15 chefs d'État de la CEDEAO et maintenant faire en sorte que tous les pays puissent marcher dans le même sens pour l'atteinte des objectifs de cette vision. Donc, l'ECRE a travaillé avec les 15 États membres pour l'élaboration des plans d'action. Les plans d'action nationaux d'énergie renouvelable et les plans d'action nationaux d'efficacité énergétique. Maintenant, le travail qu'ECRE fait avec les États membres, c'est de faire en sorte que nous puissions les aider à aller dans le sens des politiques régionales. Donc nous appuyons à travers les fonds d'assistance, comment on appelle ça, les fonds d'assistance technique. Nous appuyons les États membres à pouvoir mettre en place les mécanismes appropriés pour l'atteinte de ces objectifs au plan régional. C'est pour cela que la Guinée a voulu préciser qu'ils n'ont pas d'agence en charge des énergies renouvelables quand il y a la Société guinéenne des énergies renouvelables, parce que la Guinée nous a adressé une demande d'assistance technique dans ce sens récemment. Et nous avons aidé beaucoup de pays aussi à voir le cadre réglementaire. Il y a eu des demandes d'assistance technique de plusieurs pays, notamment le Cap-Vert, le Bénin, la Gambie, le Mali, le Sénégal, la Guinée. Oui, on est même en train de finir une demande d'assistance. Nous avons plusieurs partenaires qui sont affichés ici. Donc, tous les États membres, bien sûr, mais des partenaires techniques et financiers. Au suivant. Ça, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. So quickly, my name is Nopenyo Dabla. I'm the interim head of the Africa team at the International Renewable Energy Agency. And today I'll be quickly going over the transformative or the good policy measures to accelerate renewable energy deployment. Just going from a very global point of view before handing it over to Syria from ECRI, who will focus more on the same topic in West Africa. So quickly to begin with, I will just go over the whole energy sector and the level of deployment of renewable energy to date. So dividing into those three key end-use sectors, heating and cooling, transport and energy, we see that they respectively represent 48%, 32% and 20% of the energy demand today, the total final energy consumption today. And in the heating and cooling sector, the share of renewable energy is about 27%, goes to about 25% in the power sector, and we see that in the transport sector is only 3%, which represents quite a lot of work that still need to be done. Now, also in the heating and cooling sector, although it's 27% renewable energy, about 16.4% come from traditional biomass, and only 8.4% come from modern renewable energy other than electricity, and 1.9% representing the share of electricity contributing to heat. We need to have the appropriate frameworks, the appropriate policy and regulatory frameworks. Now, for this framework or this whole policy environment to actually happen, there are four prerequisites. And the first one is regarding the commitment of the government. And usually they are expressed in terms of long-term vision of
of the government, which is later on translated into short, medium, and long-term objectives. I mean, we've seen it in several countries where if the targets are revised every 5 years or so, or every 7 years, just in able to keep up with development and just to ensure as well that there is this long-term vision. So the second point it concerns the remuneration. I mean, we know that the sector we work in, the renewable energy sector, is a very capital-intensive one. And we have mentioned it a lot today as well. We need a lot of input from the private sector. However, well, they also need to be, for them to come into the picture, they need to know that the investments they make will be, I mean, they'll recuperate their investments. So from that angle, the same policy framework has to kind of reassure them that they will meet this objective. I mean, they will kind of recoup their investment. Yes, I mean, we have policies in place. Yes, we have the willingness of the government, but then we need to be able to adapt as well as we go, just in order to kind of make the whole framework more, the whole policy and regulatory framework more conducive for the private sector to come in. Yeah, thank you. Yes.